Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec à mes côtés ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et Laurent Guimier. Bonsoir Laurent, merci à tous les deux d'être là. Voici le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une ce soir l'heure de vérité de plus en plus proche. Les députés se penchent sur le budget de la Sécu en deuxième lecture depuis cette fin d'après-midi avec un vote attendu en principe mardi prochain. Et si ça passait? Et si ce PLFSS était le premier miracle du parlementarisme voulu par Sébastien Lecornu? On va demander à nos invités s'ils y croient plus qu'au Père Noël. Bonsoir Stéphanie Despierres, journaliste parlementaire à LCP. Merci d'être là aux côtés de Thibaut Mullier, constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et bonsoir Wally Bordas, journaliste au Figaro. Merci à tous les trois d'être là. Fanny Guinochet, quel est votre chiffre du jour? 113 milliards d'euros, c'est la taxation du patrimoine. Ah oui, encore un chiffre de plus astronomique dans ce budget, vous nous le décrypterez tout à l'heure. À suivre à 20h05, quelle histoire avec Laurent Guimier? Emmanuel Macron veut-il museler les médias, mais les médias veut-il cadenasser les journalistes? Il y a une énorme polémique qui court après cette idée du président d'imposer un label sur les médias de confiance. Je vous raconte pourquoi le président a choisi cette arme pour aller en guerre contre la désinformation et puis pourquoi ça provoque cette énorme polémique dans les médias et pas que chez ceux de Vincent Bolloré. Et une polémique aussi à l'Assemblée nationale. Voilà qui va nous amener à la question qui fâche dans la deuxième partie de Chaque Voix compte. Est-ce que c'est dangereux de vouloir labelliser l'information? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment ce que veut Emmanuel Macron? Nous en débattrons avec trois députés. Sophie Taillé-Polian, députée socialiste du Val-de-Marne, Erwan Balanant, député MoDem du Finistère et Philippe Ballard, député RN de l'Oise. À suivre à 20h30, Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale préparé et présenté ce soir par Marco Pommier. Vous pouvez évidemment réagir ou poser vos questions à nos invités en flashant ce QR code ici sur votre écran. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement, Chaque Voix compte, c'est parti. Alors, n'essayez pas de régler votre téléviseur, tout va bien. Nous avons modifié légèrement le générique de Chaque Voix compte parce que je voulais vous parler d'abord ce soir de la série de Noël. Vous la connaissez tous, même si vous avez raté certains épisodes. Ça s'appelle Ça passe ou ça casse. C'est pas sur Netflix, ni sur Apple TV, ni sur Prime Video. C'est ici, à l'Assemblée nationale. Et on arrive aux derniers épisodes de la série avec l'examen en deuxième lecture du budget de la Sécu. Petit test d'abord avec vous trois ce soir. Si vous deviez donner un titre à ces derniers épisodes, ce serait quoi, Wally Bordas? Moi, je dirais la longue semaine, parce que la semaine va être très longue et à mon avis, source de beaucoup d'angoisse pour l'exécutif. Et une petite référence à la série Game of Thrones, où l'un des derniers épisodes était The Long Night, la longue nuit. Là, on va avoir la très longue semaine anxiogène. Stéphanie? C'est un peu un jour sans fin, mais je pense que si c'était une série, le scénario aurait été refusé. C'est trop technique, c'est trop long, il y a du suspense interminable, on nous vend des moments de vérité qui n'arrivent jamais. Bon, mais ça veut peut-être être maintenant, peut-être Stéphanie, demain. On y croit. Thibaut Mullier? Alors, c'est une série qui n'existe pas, mais qui serait inspirée d'une œuvre littéraire un peu renommée que j'appellerais l'illusion perdue, dans le sens où il y avait une configuration qui permettait d'espérer un renforcement du parlementarisme et on est en train d'avoir le retour de bâton. La croyance que le présidentialisme pourrait être affaibli et finalement il persiste, et notamment vis-à-vis de votre second sujet, quand le président Macron réunit un conseil de défense de la lutte informationnelle, on voit qu'il y a des persistances. Bref, une illusion perdue, mais c'est peut-être le constitutionnaliste qui y croyait un peu trop. Avec beaucoup d'ambitieux. Bon, c'est à la recherche du temps perdu aussi, d'une certaine façon. Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, 2 minutes pour comprendre, avec Marion Becker. C'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement. L'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale vient tout juste de reprendre dans l'hémicycle. Et les sujets de division ne manquent pas. Retraite, franchise médicale, déficit. Sans 49.3, sans majorité, l'enjeu, c'est de trouver un compromis pour que le texte soit adopté le 9 décembre à l'Assemblée. Tous n'ont qu'un mot à la bouche, responsabilité. Il y a un moment de responsabilité pour chacune et pour chacun. Les déclarations du Premier ministre
Elles appellent quoi ? Elles appellent tout simplement à ce qu'on ait un esprit de responsabilité. Maintenant, soyons responsables, arrêtons les nouvelles demandes et votons un projet de loi de finances sécurité sociale. Mais surtout, pour se renvoyer la balle. On ne peut être appelés, nous, socialistes et apparentés, à tenir toute la responsabilité aujourd'hui de ce gouvernement. Et il ne peut nous demander à nous d'être plus solidaires que ne le sont ses propres députés. Car même dans le propre camp du gouvernement, le budget de la sécurité sociale ne fait pas l'unanimité. À ce stade, si on devait arriver sur le texte tel qu'il est, au regard du déficit de la sécurité sociale, au regard de l'abandon de la réforme des retraites, au regard de l'augmentation fiscale induite par les concessions faites aux uns et aux autres, il sera très difficile que le groupe Horizon vote pour le texte. On ne votera pas de façon aveugle un PLFSS qui irait au-dessus d'un déficit de 20 milliards. Sinon, on appellera le gouvernement à prendre ses responsabilités, peut-être même au travers d'un 49.3. On ne peut pas continuer comme ça. L'idée du 49.3 fait donc son retour chez les députés, à la place de voter un compromis. Alors, on va reprendre tout ça point par point, mais d'abord, Stéphanie Despierre, vous voulez bien nous rappeler ce qu'il y a dans le texte que les députés examinent en deuxième lecture depuis quelques minutes maintenant. Qu'est-ce qui a été gardé ? Qu'est-ce qui a été enlevé ? Qu'est-ce qui va être remis par rapport à la première lecture ? Alors, il y a la suspension de la réforme des retraites qui est dans le texte initial, qui a été enlevée. Les sénateurs ont voté contre. Là, a priori, les députés vont la remettre. Il y a aussi tout un tas de dispositions fiscales. Il y a le dégel des pensions qui va être remis entièrement, normalement, par les députés, puisque les sénateurs avaient trouvé quelque chose entre les deux. Mais les députés sont assez décidés à les remettre de manière globale, à mettre ce dégel. Pardon. Le PLFSS, c'est un budget moins politique que le projet de loi de finances, Wally Bordas, plus concernant aussi pour les Français parce que c'est le budget de leur quotidien. Qu'est-ce que le gouvernement a mis ou va remettre sur la table pour avancer vers un compromis ? Ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent, c'est à la fois peut-être une concession sur les hausses des franchises médicales prévues par le gouvernement. On sait qu'il y a le groupe écologiste notamment qui souhaite qu'il n'y ait pas ces hausses et qui souhaite avoir ce gain-là. Groupe écologiste qui a été reçu aujourd'hui à Matignon. On va en parler tout à l'heure. Par le Premier ministre. Il y a cette fameuse hausse de la CSG qui a été votée en première lecture avec un amendement du socialiste Jérôme Guedj qui pourrait peut-être augmenter mais un peu moins pour essayer de faire plaisir un petit peu à la droite, LR et à Horizon. La vérité, c'est que toutes les concessions importantes, elles ont déjà été faites par le Premier ministre. La vérité, c'est que quand on gagne d'un côté à gauche, on perd de l'autre côté à droite, et on l'a bien vu aujourd'hui avec les déclarations des uns et des autres. Et donc la vérité, c'est que le chemin étroit que possédait Sébastien Lecornu pour faire adopter ce PLFSS semble se rétrécir d'heure en heure. Il existe, Thibault Mullier, quand même, ce chemin, même s'il est de plus en plus rétréci ? Bien sûr, il existe. Il existe soit pour un vote, et là, on est sur quelques voix pourront faire pencher la balance, si je comprends bien, en fonction des abstentions et de celles et ceux qui annoncent voter contre, on est plutôt sur un vote de rejet. Mais rien n'empêche que cette nouvelle lecture et ensuite une dernière lecture uniquement à l'Assemblée nationale puisse, en fonction des amendements et des discussions, aboutir à un vote très serré et avec des abstentions bienvenues à un vote. Sinon, il y a des outils prévus par la Constitution pour surmonter de tels blocages. On a parlé souvent des ordonnances. Là, le cadrage médiatique revient sur le 49.3, alors qu'il y a une semaine, on parlait des lois spéciales. Il y a plusieurs dispositifs pour y arriver. Alors, sur le PLFSS, plus strictement, c'est surtout les ordonnances et le 49 alinéa 3. Mais on voit quand même quelque chose d'assez notable. Alors, vous disiez, c'est moins politique qu'un PLF. Ça reste quand même très politique, mais en tout cas, il n'y a pas la même portée qu'un PLF pour la simple et bonne raison que le budget de financement de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale n'a pas du tout la même portée normative qu'un PLF, que le budget de l'État. C'est surtout un moyen pour les parlementaires de contrôler une masse énorme qui concerne essentiellement le financement de la sécurité sociale. Et il y a pourtant un investissement très important des parlementaires et notamment des députés, en temps je veux dire, sur un texte dont le vote est important, l'enjeu est important, mais la mère des batailles, ça reste quand même un PLF, parce que c'est ça qui qui pose la problématique fondamentale des recettes et des dépenses. Et d'ailleurs,
comment se fait-il que finalement on va voter en deuxième lecture le PLFSS? Nouvelle lecture, il n'y a pas vraiment de deuxième Oui, lecture. en nouvelle lecture, avant le budget. C'est l'ordre parlementaire qui est bâti de cette façon-là, c'est intangible? Surtout, ça montre aussi, déjà, parce que le PLFSS, c'est une invention de la fin du XXe siècle, mais en fait, il y a deux raisons. Il y a une raison très liée au délai. Le délai d'adoption est prévu de 50 jours, donc il est forcément plus court, on va un peu plus vite. Les délais intermédiaires sont plus courts eux aussi. Et surtout, étant donné que c'est un outil plus de contrôle pour avoir une vision d'ensemble sur un budget qui dépasse le budget de l'État, eh bien, on a besoin de le connaître avant de voter un certain nombre d'éléments qui concernent, lui, le budget de l'État et notamment les taxes et les impôts. Donc Stéphanie, là on est mardi, les débats viennent de commencer dans cette nouvelle lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale. On débat jusqu'à mardi prochain ? Alors, on débat en théorie jusqu'à ce week-end. A priori, on nous dit que ça pourrait se terminer vendredi soir, peut-être samedi, mais le vote en lui-même, c'est ce qu'on appelle un vote solennel. Ce sera mardi après-midi. Donc, mardi après-midi, on saura s'il y a un vote favorable pour ce projet de loi de finances de la sécurité sociale ou pas. Moi, je considère que là, c'est encore très compliqué. Sébastien Lecornu, on me le dit à l'instant, est dans l'hémicycle en ce moment pour commencer ce nouvel examen. Est-ce que ça dit quelque chose? Il était déjà là pour, par exemple, le débat sur la taxe Zuckman. Qu'est-ce que ça dit de la position du Premier ministre de venir se mettre comme ça dans l'arène et d'observer ces débats, Wally? Ça dit qu'il est très impliqué dans ce débat parlementaire dont il sait qu'il a absolument besoin de l'être s'il ne veut pas tomber à son issue. Il s'est quand même privé de moyens constitutionnels, vous en parliez tout à l'heure, le 49.3, les ordonnances, il a déjà fermé la porte à tout ça. Donc lui, il a réellement besoin que ce débat aboutisse. Le problème, c'est qu'il a d'un côté des socialistes qui ont très envie de ne pas voter le texte, de l'autre des LR qui ont très envie de ne pas voter le texte, des Horizons qui ont presque envie de faire sécession à la majorité, et que du coup, il est obligé d'être présent pour tenter de resserrer les rangs, potentiellement, je ne sais pas ce qu'il va dire tout à l'heure, mais peut-être potentiellement de faire un pas vers les écologistes, potentiellement de tenter de trouver des compromis. Justement, si on prend les éléments les uns après les autres dans l'hémicycle, puisque chaque voix compte, on se demande comment ce PLFSS peut éventuellement passer mardi prochain. Est-ce que le vote du Parti socialiste est acquis ce soir? Pas du tout. Pas du tout. Le vote du Parti socialiste. Mais Olivier Faure affiche un optimisme depuis plusieurs jours. Jérôme Guedj disait ce matin, il faut sécuriser le dernier kilomètre, mais ce budget est votable. C'est de l'esbrouf? Ça n'est pas de l'esbrouf. Je parlais tout à l'heure avec un membre de ce qu'on peut, du centre, un membre central du groupe PS, qui me disait Olivier Faure effectivement est peut-être l'un des plus allants pour voter ce budget, mais ça n'est pas le cas de la grande majorité du groupe. Et aujourd'hui, il y a des frondeurs. C'est pas vraiment des frondeurs, mais c'est plutôt des députés qui estiment que voter un budget de la Sécu, ça n'est pas voter un budget, mais c'est quand même un signal politique fort vis-à-vis d'une majorité à laquelle ils n'appartiennent pas. Et donc, ils sont quand même encore une majorité aujourd'hui à ne pas vouloir le voter. Et le problème, c'est que c'est la même chose du côté de LR, qui espérait, lui, un vote favorable du Parti socialiste pour pouvoir miser sur une abstention. Donc ça va être, jusqu'au bout, je pense, un savant équilibre. S'ils souhaitent qu'il passe, il va falloir qu'ils se renseignent les uns et les autres sur combien de pour d'un côté, combien de contre de l'autre, combien d'abstentions. Ça va être très compliqué, je pense. On va compter chaque voix jusqu'à mardi prochain, Stéphanie. On va compter, et si par exemple on compte déjà ceux qui sont contre, on est à 210. Si vous comptez tout le bloc central, donc ça veut dire qu'en considérant que Horizon voterait pour, ce qui a priori... Alors, c'est pas gagné. Édouard Philippe, ouvrez les guillemets, on ne peut pas voter pour. Voilà, donc ça, c'est un peu la pierre sur le chemin de Sébastien Lecornu aujourd'hui, la nouvelle. Donc 210 pour, ça paraît absolument impossible, Horizon l'a dit. Donc le PS peut venir en renfort, mais que fait la droite républicaine à ce moment-là? Enfin voilà, il y a énormément d'inconnus, et si vous voulez, c'est un jeu, c'est un peu comme les vieux flippers, vous savez, dans les années 80, on tape une bille, on a gagné quelqu'un, puis on en perd un autre de l'autre côté. Pardon Stéphanie, s'ils ne votent pas, comment est-ce que les socialistes iront expliquer à leurs électeurs qu'ils n'en
qui n'ont finalement pas voté la suspension de la réforme des retraites qu'ils ont érigée comme un totem. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué. Ce compromis, ils sont allés assez loin pour obtenir des choses, les socialistes, mais s'ils ne vont pas au bout, ce sera compliqué. Et en même temps, ils expliquent qu'ils ne veulent pas être les seuls à voter pour, être les supplétifs d'une partie de ce socle commun, de voter à leur place, en fait, parce qu'eux ne votent pas. Donc ils sont dans une position très compliquée de dire on a des victoires, on a obtenu un compromis, mais c'est vrai que s'il faut qu'ils expliquent à la fin que finalement ils ne votent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on croit qu'ils sont vraiment des soutiens du gouvernement, parce qu'ils ne sont pas au gouvernement, c'est assez subtil à expliquer à des électeurs. Et puis Fanny, au milieu de tout ça, il y a la Cour des comptes qui, d'une certaine façon, est venue mettre son petit grain de sel avec un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui est une de ses émanations. C'est votre chiffre du jour. Ce Conseil des prélèvements obligatoires s'attaque au patrimoine des Français, patrimoine parmi les plus taxés du monde. Ça représente combien ? Alors, notre patrimoine, c'est 113 milliards d'euros. L'an dernier, c'est ce que représente la fiscalité sur ce patrimoine des ménages. Alors, comment on en arrive à ce chiffre de 113 milliards d'euros? C'est assez simple. Le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend donc de la Cour des comptes, ajoute d'une part la taxation du patrimoine lui-même, 64 milliards d'euros, et puis celle qui pèse sur les revenus de ce patrimoine, 49 milliards d'euros. Par exemple, vous avez un bien immobilier, il est taxé, et puis vous avez des revenus parce que, par exemple, vous louez ce bien immobilier, là aussi, vous êtes taxé. Voilà comment ce chiffre est posé. Le rapport, une fois qu'il a dit ça, il propose surtout de tout remettre à plat et de façon urgente. Cette imposition du patrimoine, nous dit le rapport, il faut vraiment s'en préoccuper parce qu'en France, à peine 1% des ménages détient près d'un tiers de ce patrimoine. Immobilier, on met à la fois des biens qu'on détient, des immeubles, etc., mais aussi des actions, des déplacements. Si on prend les 10% de Français les plus aisés, eh bien, à eux seuls, ils détiennent 60%, ça fait les 2/3 du patrimoine global. Donc, vous voyez, c'est très, très concentré. Alors, la France n'est pas le pire en la matière. Aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus concentré. Mais quand même, ce que montre ce rapport, c'est que vraiment, le patrimoine est concentré entre quelques mains. Et cette concentration risque fort de s'accentuer, n'est-ce pas ? Oui, c'est assez prévisible parce qu'avec le vieillissement de la population et la disparition des baby-boomers, il va y avoir de l'héritage, une grande transmission qui va se faire. Alors, pour éviter que ce soit concentré dans la main de très peu d'héritiers, c'est pour ça que le rapport alarme aujourd'hui, il faut faire... Alors, il propose tout un tas de choses pour que plus de Français bénéficient de ce patrimoine. Par exemple, essayer de faire en sorte que les enfants du conjoint puissent bénéficier d'abattements. Donc, il propose un abattement spécifique. Comme ça, vous pouvez faire des donations à votre beau-fils, votre belle-fille. C'est une façon aussi de s'adapter aux changements familiaux. Dans la même idée, il y a baisser les droits de succession en ligne indirecte. Par exemple, un oncle, une tante qui veut transmettre à ses neveux et nièces. Aujourd'hui, il y a des frais de succession qui sont assez élevés. Autre idée, pour que ce ne soit pas toujours les plus aisés qui puissent avoir accès à des achats immobiliers, c'est tout simplement de baisser les frais de notaire, ce qui permettrait d'avoir un peu plus de monde qui a accès à la propriété. Mais pardon, là vous me parlez d'abattements et de facilités qui vont coûter de l'argent à l'État. À l'État, au département, vous avez raison. Et c'est pour ça que dans ce même rapport, il y a comment on fait rentrer de l'argent. Et là, notre conseil sur les prélèvements obligatoires propose d'appliquer des taxes sur les plus riches. Alors, pas la taxe Zuckman, parce que là, il dit que ça ne passerait pas, donc on remet pas... Il faut l'appeler autrement, de toute façon. Mais il propose de taxer l'argent sur les holdings. Alors, c'est un peu ce que veut faire le gouvernement dans le budget. On verra si ce budget passe, on en a parlé. Il propose aussi d'instaurer un impôt différentiel sur les plus grosses transmissions, qui inclut ou non le patrimoine professionnel. En parlant du patrimoine professionnel, il s'attaque au pacte Dutreil. Vous savez, cette niche fiscale qui permet de transmettre souvent son entreprise aux générations suivantes. Là, il propose de réduire l'avantage fiscal de 75% à 50%. Pareil sur la location meublée, par exemple. Vous voyez, il y a une série de mesures, tout ça pour ramener des milliards d'euros dans les caisses. Et pour l'assurance vie, qui sert aussi à transmettre un héritage. Eh bien, écoutez, vous avez raison, parce que c'est un des placements préférés des Français. Et effectivement, là aussi, le Conseil des prélèvements obligatoires dit qu'il faut s'y attaquer, par exemple, en lui appliquant le barème
barème classique des successions, parce que souvent les Français ouvrent des assurances-vie pour placer leur argent, mais aussi pour pouvoir transmettre dans de bonnes conditions à leurs enfants. Pareil pour le livret A, les livrets réglementés, il faut baisser les plafonds pour inciter les Français à libérer leur épargne. 19% de taux d'épargne, je le rappelle, actuellement en France. Libérer leur épargne pour faire quoi? Pour mettre leur argent plutôt dans des placements plus risqués, dans notre économie, pour financer des grands projets de défense, de transition écologique, de santé. Bon, ces mesures, elles ont l'air très simples sur le papier, elles sont nettement plus difficiles à mettre en place, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont tout simplement explosives politiquement. Mais justement, Thibault Mullier, vous avez été surpris par la publication de ce rapport ce matin. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas un peu plus tôt pour aider, par exemple, les députés dans leur premier débat? Sur le calendrier, je ne saurais pas vous dire. À titre, vraiment, je ne pourrais pas vous dire. Mais oui, ça participe à éclairer les députés. Donc c'est vrai qu'on peut regretter la tardiveté, mais c'est peut-être pour des raisons très bureaucratiques ou propres à organisationnelles. Mais bon, il ne faut pas non plus mettre ça sur un problème de calendrier. Les parlementaires, en réalité, tout au long de l'année, ont un travail de contrôle budgétaire. Là, on est plus concentré sur la dimension législative, mais en fait, de janvier à septembre, c'est vraiment la place laissée plutôt au contrôle, alors avec des moments plus importants, notamment à partir du printemps. Et de fait, il y a des éléments qui sont déjà connus, mais ce n'est pas parce que les parlementaires sont au courant de cela qu'eux-mêmes peuvent l'amender. Parce qu'ils sont eux-mêmes limités par un certain nombre, au-delà du jeu politique, ça c'est une autre limite non négligeable, mais ils sont eux-mêmes limités par des règles constitutionnelles qui les empêchent d'aggraver, par exemple, les recettes, le niveau de recettes, de le baisser, ou d'aggraver le niveau de dépenses. On a bien vu quand même au cours des débats que parfois le risque d'anticonstitutionnalité ne stoppait pas ou ne freinait pas les députés. Mais le problème, c'est qu'à la fin, sur la copie finale, s'il y a une saisie du Conseil constitutionnel, là, il peut y avoir quelque chose si le gouvernement n'accepte pas de reprendre. Oui. Mais on est habitué au fait majoritaire où le gouvernement reprend un certain nombre de propositions de sa majorité. Sauf que là, l'essentiel va venir des oppositions et le gouvernement a beau jeu de dire le Parlement, il maîtrise pas l'issue, mais il maîtrise le processus et des fois, il peut choisir de ne pas suivre les processus. Aujourd'hui, on voit bien que ces mesures, elles sont inapplicables en l'état. On a parlé juste avant du budget de la sécurité sociale et du tout petit chemin qui peut-être se dessine et tous les cailloux qu'il y a dessus. Non, ce rapport, il va aussi certainement servir pour 2027, pour l'élection présidentielle. C'est évident, ça va maturer et c'est vrai qu'il y a un nombre de sujets. Une chose est sûre, l'élection présidentielle se fera autour de l'idée de taxation des plus riches, taxation du patrimoine, de l'héritage. C'est des sujets qui, dans les précédentes, on avait des sujets de fiscalité, mais là, vraiment, c'est sûr que ces sujets vont être ceux de la présidentielle. On n'a pas parlé des écologistes, on en a dit un tout petit mot tout à l'heure, Stéphanie Despierres. Leur groupe, c'est 38 députés. Et alors, depuis quelques jours, voilà, on entend que les écologistes, c'est peut-être eux qui vont permettre à Sébastien Lecornu de faire passer ce PLFSS. Il les a d'ailleurs reçus à Matignon il y a quelques minutes, les deux responsables parlementaires des Verts, Cyrielle Châtelain à l'Assemblée nationale et Guillaume Gontard au Sénat. C'est trop tard de s'occuper des écologistes, il aurait fallu leur réserver quelques égards plus tôt. Alors ça paraît un peu tard, c'est vrai. Les socialistes ont beaucoup dit en coulisses à Sébastien Lecornu, il ne faut pas que vous négociez qu'avec nous, il faut aussi qu'on embarque les socialistes. Du côté du bloc central, on dit non, mais c'est au Parti socialiste qu'on embarque les écologistes. C'est au Parti socialiste d'œuvrer pour embarquer les écologistes, mais c'est vrai que là, c'est de plus en plus compliqué. Les écologistes aussi, toujours, quelqu'un me disait l'autre jour, les écologistes, c'est des enfants divorcés. Ils hésitent entre le PS et la France insoumise, toujours. Et bien là, on sent que quand même, ils sont plutôt du côté de la France insoumise et ils ne sont pas très allants pour s'abstenir et pour laisser passer ce budget. Écoutez ce que vient d'en dire Cyrielle Châtelain en sortant de Matignon. On écoute. À ce stade, on voit bien qu'on a un gouvernement qui prend des notes. On n'a eu aucun engagement. La première chose, et ce qu'on a dit clairement au Premier ministre, c'est qu'on ne sera pas l'effet de compensation parce qu'il y a des groupes de sa majorité qui s'en vont. On va regarder,
on ne pourra pas adopter un budget décliniste, donc les votes sur l'Ondam, les votes sur le gel des pensions seront des votes déterminants. Et puis après, le groupe écologiste et social fait comme il l'a toujours fait, il se déterminera en fonction du contenu des textes. Bon, alors du coup, il faut attendre de voir ce que vont donner ces débats. C'est ça, très clairement, les écologistes. Mais la porte n'est pas complètement fermée ce soir. La porte n'est pas complètement fermée, mais on a l'impression aussi qu'il y a une certaine impatience qui monte chez les écologistes, qui réclament des mesures. On l'a parlé des franchises médicales. Les écologistes réclament aussi plus de moyens. Elle parlait de l'Ondam dans son son. C'est les moyens, les dépenses pour l'assurance maladie et notamment les moyens pour l'hôpital. Les écologistes insistent énormément sur ce point-là. Donc ils attendent un geste, Sébastien Lecornu, qui a déjà fait un geste en disant que l'enveloppe pour l'hôpital serait augmentée, mais pour l'instant, ça ne satisfait pas les écologistes. Que se passe-t-il, Thibault Mullier, si le budget est rejeté mardi prochain ? Ça part au Sénat. Ça repart au Sénat. Donc c'est pas la fête n'est pas finie ou la série n'est pas finie, l'épisode sera fini. On vous invitera pour le prochain épisode. Puisque après il y aura le Sénat, il y aura un dissensus qu'on peut imaginer, et par voie de conséquence, soit on atteint le délai constitutionnel de 50 jours, et là, le gouvernement pourrait décider, mais ce n'est pas vraiment la tendance manifestement, de recourir à des ordonnances sociales, donc d'arrêter de faire travailler le Parlement, soit il peut décider que le délai soit dépassé ou non. Mais s'il n'est pas dépassé, il peut décider d'envisager de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le dernier mot. Et là, l'Assemblée nationale, au titre de l'article 45, se prononcera sur le dernier texte voté par elle. Et dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il y a une différence entre voter et adopter. Et manifestement, on devient des experts avec nos amis les constitutionnalistes. On peut supposer que le dernier texte voté par elle est un texte qui est voté, c'est-à-dire peu importe si le vote était positif ou négatif. Donc, même s'il y avait rejet mardi, on pourrait très bien envisager une dernière lecture, un dernier mot à l'Assemblée, sur la base d'un projet qui aura été rejeté, mais qui aura été quand même voté par l'Assemblée. La vérité, c'est que sur l'après, la question, elle est presque moins constitutionnelle que politique. Si le texte est rejeté, un ministre me disait tout à l'heure, c'est fini. C'est fini. C'est fini quoi ? C'est-à-dire que on peut presque parler de démission de Sébastien Lecornu, de nouvelles crises politiques qui s'ouvriraient et avec les nouvelles questions qui pourraient se poser et qui reviendraient du coup, dissolution, nouveau gouvernement. On aurait évidemment probablement une loi spéciale puisqu'il ne servirait presque plus à rien. Mais ce que vous dites là, ça peut arriver dès la semaine prochaine ? Oui, parce qu'en plus, ces derniers jours, Sébastien Lecornu a joué la dramatisation. Oui. Il n'arrête pas de dire le projet de loi de la sécurité sociale, c'est très important de le voter, on en a absolument besoin, on n'a pas de plan B, on n'a pas d'autre solution. S'il n'est pas voté, c'est un véritable camouflet. En revanche, s'il est voté, c'est une vraie victoire. Je ne dis pas que ça augurera qu'il y aura un projet de loi de finances globale, de budget pour la France, qu'il y arrivera, mais déjà ce sera un bon signal. En revanche, c'est vrai que si ça ne marche pas, c'est à mon avis à nouveau la crise politique. Ouais. Et donc, c'est le 49.3, avec cette petite musique qui nous dit que de plus en plus de députés ne seraient pas contre un recours in fine au 49 alinéa 3 pour passer en force. C'est ce que vous entendez encore à l'Assemblée nationale en ce moment, Wally ? La vérité, c'est qu'ils y sont presque tous favorables, mais que le seul à y être défavorable, il pensait toujours, il est à on parlait Matignon, jamais. et c'est le seul à pouvoir l'utiliser, et il s'appelle Sébastien Lecornu. Mais quand vous parlez à des socialistes, et d'ailleurs même Boris Vallaud le dit ce week-end dans une interview qui n'est pas fermée sur le sujet, quand on parlait des socialistes, quand on parlait des macronistes, des LR, ce serait la solution qui finalement arrangerait tout le monde, puisque sur une motion de censure, il pourrait ne pas la voter et ainsi laisser passer le PLFSS et le faire adopter. Sans avoir à l'approuver. Voilà, sans avoir à l'approuver. Ce serait pour eux la meilleure solution. Olivier Faure a dit le 49.3 tout à l'heure, là, c'est pour les paresseux de la politique qu'il faut assumer. C'est pour les paresseux. Il a beau jeu de le dire comme ça. En fait, ça les arrangerait très clairement. Vous savez, c'est l'article de la Constitution qui est finalement aujourd'hui le plus connu et le plus détesté aussi des Français. Vox Pop, préparé ce soir par Clément Perrault. Regardez. Sur les grands boulevards parisiens, entre Black Friday et courses de Noël, l'heure est plus au shopping qu'à discuter politique, surtout si c'est pour parler du retour possible du 49.3. On dit de cet article de la Constitution qu'il a mauvaise réputation dans l'opinion. Eh bien, ça se confirme très vite et toute génération confondue.
C'est vraiment, il n'y a plus de voix au chapitre, il n'y a plus de voix à la parole, et puis on fait ce qu'on dit, et puis ce que je dis, et puis c'est fini. Je trouve que c'est un peu abusé. Il faut laisser les gens débattre, même si ça prend du temps. Donc il faut essayer de trouver d'autres solutions. Le peuple, en fait, n'a plus rien à dire sur ce qui est choisi, et finalement, le budget, on ne sait même pas à quoi il sert. 49.3, on laisse pas les gens décider, quoi, donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah bah s'ils veulent qu'il n'y ait plus personne qui vote, c'est une bonne idée, ouais. Difficile de trouver des avis plus nuancés sur le 49.3, même si en cherchant bien, dans la situation singulière que connaît l'Assemblée, certains y voient peut-être un outil qui pourrait être pratique. C'est un mécanisme qui est en accord avec la Constitution. Ça met quand même en jeu la confiance du gouvernement. Donc voilà, donc ça passe par un vote. Si c'est accepté, ça passe. Si c'est pas accepté, le gouvernement démissionne. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient. Honnêtement, quelle que soit la décision, il faut avancer. On ne peut pas rester comme ça, sinon on va droit dans le mur et on se prend le RN dans pas longtemps. Voilà, pourquoi pas un 49.3 si vous voulez. Je veux dire, il y a peut-être une autre solution. Moi, je ne l'ai pas. Je ne suis pas une politicienne. Je ne suis pas une économiste. Mais à un moment donné, il faut avancer. Voilà. C'est à eux de se débrouiller. Oui, pourquoi pas, mais du bout des lèvres, soyons clairs, le défenseur du 49.3 est un oiseau rare, difficile à dénicher dans une foule très majoritairement hostile à son utilisation. Bon, et puisque on voit les illuminations de Noël, on a le droit d'y croire au miracle. Et si, mardi, le budget de la Sécu était adopté finalement, est-ce que ça créerait une nouvelle dynamique dans l'hémicycle ? Wally ? Ça créerait très certainement une dynamique positive. Alors de là à aller vers une adoption du PLF, du budget, donc immédiatement, ça paraît... Là, on est au-delà du miracle. Voilà, un peu compliqué. Mais en tout cas, ça enverrait des signaux très positifs. Sébastien Lecornu, vous le disiez tout à l'heure, Stéphanie, aurait réussi pour le coup un véritable tour de force. Hein. Et ça enverrait aussi aux Français, je pense, une musique différente de celle qu'ils entendent ces derniers temps sur les parlementaires qui seraient irresponsables et qui voteraient n'importe quoi. Cette fois-ci, les parlementaires se seraient mis d'accord et auraient réussi, en dépit de leur très grande divergence politique, à adopter un texte. Thibaut Mullier, le constitutionnaliste que vous êtes semble ne pas trop y croire ce soir. Si jamais ça passe mardi prochain, vous dites quoi ? Eh bien, il faudra voir si le Sénat, lui accepte la copie qui passerait à l'Assemblée nationale et donc le problème ne serait pas réglé. Donc l'hypothèse d'un 49.3 dès mardi prochain, ça n'empêche pas un possible deuxième 49.3 pour une lecture définitive à l'Assemblée si le Sénat n'est pas d'accord avec le texte. Mais ce qui est dans votre chronique, ce qui est très intéressant, c'est la tension permanente qui existe d'ailleurs depuis la Troisième République chez nous en particulier, entre un volet démocratique et tous ses travers et tous ses biais, ses excès notamment du parlementarisme, et la logique d'efficacité. Il faut avancer, peu importe la méthode. Et le problème là auquel on se risque, avec le retour du 49 alinéa 3, mais je me méfierais de ce retour, parce qu'il y a une semaine, encore une fois, on ne l'entendait pas, ou avec les ordonnances, ou avec la loi spéciale qui serait une réédition de la saison de l'an dernier, eh bien, c'est que, en fait, l'impératif de continuité de l'État, de l'action publique, eh bien, parfois, passe avant le caractère démocratique de nos institutions. Ça peut se comprendre, mais ça pose aussi des questions sur notre capacité eh bien, à créer du compromis dans notre jeu institutionnel, alors que eh bien, depuis la dissolution de M. Macron, la configuration aurait pu y amener un peu plus. Ces histoires de budget, Fanny Guinochet, c'est un problème franco-français ou ça concerne d'autres pays ? Eh bien, écoutez, non. Il n'y a pas que nous qui ont des difficultés, qui avons des difficultés à trouver, à se mettre d'accord sur un budget. L'Espagne, ça fait 3 ans qu'elle cherche le compromis, faute de majorité, il n'a pas de budget, mais le pays vit très bien. D'ailleurs, il a de superbes résultats économiques, une croissance qui est bien supérieure à la nôtre. En Belgique aussi, alors là, il n'y avait carrément pas de gouvernement. Et pareil, la vie politique continue. En France, ce qui est compliqué, c'est que, quelle que soit, je vous écoutais, la configuration, les grandes perdantes, ça va être les finances publiques, parce que si le budget est adopté, c'est à quel prix ? Prix d'un nombre de concessions incroyables qui coûteront de toute façon très cher aux Français. Et puis, si le budget n'est pas adopté, on l'a vu, l'instabilité politique est source aussi affecte notre économie.
et nous fait perdre des points de croissance. Et la démocratie aussi. Et la démocratie. Moi, j'étais que sur le volet. Un député de droite qui me disait tout à l'heure, en fait, on a les mêmes contradictions que les Français qui nous disent ne faites pas trop de concessions, mais suffisamment pour vous mettre d'accord. Ça résume assez bien. Ça résume tout. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, n'est-ce pas? Demain. Merci. Dans un instant, la question qui fâche, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Polémique ce soir autour de la déclaration d'Emmanuel Macron qui veut une labellisation de l'information. Ministère de la vérité dénonce la droite et certains médias. Mais alors, qui va garder les gardiens? On en parle dans un instant avec 3 députés. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Quelle histoire que cette histoire de labellisation de l'information. Et Laurent, on va revenir à dimanche, en fait. Oui. Petit retour en arrière, parce que tout est parti de cette une explosive du journal du dimanche avant-hier. Oui, le journal qui affirme dès sa une que le président de la République est tenté de s'attaquer à la liberté de l'information. Vous le voyez sur la une du journal, sous couvert d'une meilleure régulation des réseaux sociaux, qui, c'est vrai, charrie énormément de fausses informations. Emmanuel Macron a lancé, il y a quelques jours, 2 idées. D'abord, une procédure, un référé express pour faire disparaître, pour supprimer des fausses informations des réseaux sociaux. Et puis 2, un label qui serait accordé à des médias dignes de confiance. Le JDD, puis son cousin CNews, dès hier, y ont vu, je cite, la tentation du ministère de la Vérité. Et c'est là qu'Emmanuel Macron a répliqué hier soir avec une vidéo très offensive. Oui, en mode riposte, et c'est ça au fond qui a mis le feu aux poudres, si je puis m'exprimer ainsi. Moins de 24 heures après le JDD, l'Élysée a publié une sorte de démenti numérique qui rappelle d'abord les hauts cris de CNews, et puis ensuite ce qu'Emmanuel Macron a dit quelques jours plus tôt devant des Français. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Alors Laurent, d'abord sur la forme, pourquoi est-ce que cette méthode de la réponse coup pour coup provoque-t-elle autant de réactions depuis hier soir? D'abord parce qu'Emmanuel Macron, et ce n'est pas le cas de tous les politiques, choisit de riposter sur le champ de bataille lui-même. Je m'explique, ce n'est pas un communiqué de presse, un off, comme on dit entre rédactions. C'est l'Élysée qui poste sur le réseau social lui-même, qui est un lieu éruptif. Ça provoque évidemment. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Au printemps dernier, la présidence de la République avait repris de voler l'éditorialiste de CNews, déjà M. Hervouet, accusé d'avoir relayé une fausse info à propos d'un échange entre Trump et Zelensky. L'Élysée disait « c'est totalement faux ». Et puis 2 semaines plus tard, rebelote, là c'était une rumeur qui venait des réseaux sociaux. Macron et ses homologues européens auraient été aperçus avec un sachet de cocaïne dans un train pour Kiev. Ça avait tourné pendant des heures. Et là, riposte de l'Élysée avec la mention « cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur ». Et dans les 2 cas, à l'époque, la contre-offensive de l'Élysée avait plutôt bien fonctionné. Ce combat pixel contre pixel était plutôt gagnant. Sauf que cette fois-ci, c'est plus compliqué, Laurent. Il n'y a pas que les médias du groupe Bolloré qui se sont émus de cette réponse très virulente d'Emmanuel Macron. Oui, et pour le comprendre et le décrypter, on va reparler du fond et des 2 sujets qui fâchent. D'abord, cette histoire de référé en justice pour faire supprimer des contenus problématiques. Lorsque le président évoque cette question à Mirecourt la semaine dernière, dans un débat public, il répond à une salariée de l'Éducation nationale victime de cyberharcèlement et dans un registre, au fond, tout sauf polémique à ce moment-là. Moi, je mesure totalement ce que vous vivez. Il se trouve que, je ne vais pas m'étendre ici, mais j'ai été personnellement, mon épouse encore plus que moi, confronté au même genre de choses. On est totalement démunis. C'est-à-dire que ça prend un temps fou, ça continue. Les gens le voient, il y a des fadas pour penser que c'est vrai, et puis ça vous mine. Et là, on n'a aucun moyen de saisir le juge. Et donc, ce
ce vers quoi il faut qu'on aille, c'est de mettre vraiment en place un système, je ne veux pas être technique, mais qui s'appelle de référé. C'est-à-dire, vous dites là, vous voyez bien qu'il y a un truc, c'est en train de me bouffer la vie, c'est pas possible, je suis prof, c'est devant mes élèves. Je vous demande de statuer en 48 heures et de l'obliger à fermer. Et vous voyez, Emmanuel Macron le dit, et je pense que les rumeurs vécues par le président et son épouse expliquent en partie cette sensibilité, cette réactivité qui tranche en termes de virulence avec d'autres débats qu'il a plutôt l'habitude d'aborder de façon plus tranquille sur les réseaux sociaux. J'ajoute une troisième et dernière raison, et là on arrive sur notre sujet du label, et c'est ce qui rend ce sujet électrique. Oui. Chez CNews, mais pas que, ce label des médias de confiance, alors qui n'est pas né de la classe politique, qui n'est pas né de l'Élysée, en tout cas, c'est ce que dit, promis juré, la ministre de la Culture, Rachida Dati, lors des séances de questions au gouvernement cet après-midi. Écoutez-la. Jamais le président de la République ou le gouvernement n'ont émis l'idée ou une quelconque proposition sur une éventuelle labellisation des médias par l'État. Jamais. J'espère au moins que c'est clair et net. Voilà. Alors ce label, effectivement, en tout cas celui qui est évoqué, y compris dans le journal du dimanche, c'est une norme de qualité, JTI, délivrée à l'échelle mondiale par l'organisation Reporters sans frontières, pour distinguer les médias de confiance de certains faux médias. RSF est une organisation critiquée par certains, et je pense qu'on va en reparler, mais c'est quand même pas le bras armé de l'Élysée. Mais l'Élysée défend tout de même le principe de ce label et ça suffit à fâcher une bonne partie de la classe politique. Évidemment, c'est ce que j'appelle le syndrome Alain Perfit. Les médias n'aiment pas du tout que les politiques mettent le nez dans leur organisation, et j'allais dire réciproquement. Hein. J'ai envie de vous dire, en matière de label, quand même, pour terminer, qu'on n'a encore rien vu sans doute. Regardez le site de la Maison-Blanche, je suis allé dessus cet après-midi, il y a une rubrique qui s'appelle « Biais médiatique » qui dénonce chaque média, je cite, « trompeur, partial, démasqué ». Chaque semaine, l'équipe de Donald Trump, c'est sur le site officiel de la Maison-Blanche, épingle les médias délinquants, je cite, et cite nommément les journalistes qui sont accusés de faire des erreurs. Alors, je ne veux pas tout enjoliver, et surtout pas tuer le débat qui va arriver, mais avec ce label Trump, et à côté de ce label Trump, je pense que nos guéguerres franco-françaises sont un peu du pipi de chat. Eh bien, merci pour ce tapis rouge vers la question qui fâche, Laurent Guimier. C'est tout de suite la question qui fâche. Faut-il labelliser l'information? Et d'ailleurs, est-ce vraiment ce que veut Emmanuel Macron? Le projet fait en tout cas bondir à droite, à telle enseigne que LR et UDR ont lancé chacun une pétition contre ce projet qui compte ce soir plus de 50 000 signatures à L2. J'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Sophie Taillé-Polian, bonsoir. Bonsoir. Députée socialiste. Ah non. Philippe... Pardon? Groupe écologiste et social. Pardon, groupe Député écologiste Génération. et social, pardonnez-moi. Philippe Ballard, député Rassemblement National. Oui, c'est bon. Bonsoir, c'est bon. Erwan Balanant, député Les Démocrates, député Modem. Merci d'être là tous les trois. Je précise que vous êtes tous les trois membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public dont les travaux ont commencé la semaine dernière. D'abord, j'ai une question pour vous trois. Comment est-ce que vous avez réagi hier soir en découvrant la vidéo postée par l'Élysée, à la fois sur le compte X de l'Élysée, mais aussi sur les comptes d'Emmanuel Macron, sur les réseaux sociaux? Sophie Taillé-Polian. Mais écoutez, je trouve que Emmanuel Macron aurait dû saisir l'Arcom, puisque de toute manière, les débordements de CNews sont pas quasi quotidiens, mais enfin presque. Donc le fait que CNews trafique, monte à sa manière et fasse dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Mais c'est la bonne façon de s'y prendre de cette façon. Oui. Moi, je pense que l'Arcom est censé faire ce travail en tout cas. Mais je veux dire, c'est pas nouveau que la CNews propage des fausses informations régulièrement. Elle a été épinglée par l'Arcom à des dizaines de reprises. Moi, voilà, je m'étonne qu'on laisse faire. Ce qui est nouveau, c'est que le chef de l'État réponde de cette façon à cette polémique. Comment vous avez réagi, Philippe Ballard, hier soir ? Est-ce que c'est digne du compte officiel de l'Élysée, d'Emmanuel Macron? Non, sûrement pas. Enfin, le compte officiel de l'Élysée, à la limite, qu'il nous informe sur les négociations en ce moment sur l'Ukraine avec M. Zelensky. Oui, le compte est fait pour ça. Là, arriver à ce niveau, qui est quand même de bas étage, c'est pas à la hauteur, non, pas du tout.
Vous ne vous dites pas qu'il a voulu rectifier une contre-vérité qui consiste à dire qu'il veut labelliser les médias, alors que ce n'est pas exactement ce qu'il a dit vendredi dernier. Non, bah, pour revenir là-dessus, là, il y a deux questions. Oui, mais c'est moi qui pose la question. Oui, mais du coup, non, mais je pense qu'Emmanuel Macron, il essaye d'exister quand on est à 12% d'opinion favorable. Bon, bah, on essaye de trouver un échappatoire. Là, il a trouvé ça, c'est quand même assez... Alors, c'est le président de la République, je respecte la fonction, j'allais dire minable, je ne le dirais pas, mais enfin, c'est pas à la hauteur. Vous l'avez dit. C'est News alors CNews. Alors on va venir à CNews, mais je voudrais d'abord avoir l'avis d'Erwan Balanant parce que sur cette vidéo présidentielle. Bon, moi je crois qu'il est dans son rôle quand il y a des mensonges qui attaquent en réalité notre modèle d'information. Parce que ce cas est un cas d'école. En réalité, la critique qui est faite par CNews, c'est exactement ce que veut éviter le président de la République, c'est-à-dire... des informations qui sont complètement fausses, qui ne sont pas recoupées et qui sont même manipulées. Ce n'est pas autre chose. Le label, moi je ne comprends pas l'émoi qu'a CNews et d'autres, c'est-à-dire que c'est issu du travail des EGI. Dans les EGI, c'est la proposition... Les États généraux de l'information. C'est la proposition numéro 6. Proposer une labellisation volontaire des influenceurs d'information. Aujourd'hui, qui dans ce pays... ne dira pas qu'il y a quelque chose qui se passe autour des réseaux sociaux, autour du modèle informationnel que nous avons eu et que nous avons connu. Monsieur Ballard était journaliste. Il voit bien que, enfin j'espère, je crois qu'il le faisait sur une chaîne, et il a même été sur une chaîne publique, il me semble. Vous avez j'ai fait 6 ans, 7 ans même. Donc à l'époque et toujours aujourd'hui, quand on est journaliste, on répond à un code de déontologie. On répond à des règles. On répond à des règles très précises. Et ces règles, elles ne sont pas édictées par le ministère de l'Information, qui n'existe plus. Elles sont édictées par la profession elle-même. Dans ce pays, commission de la carte de presse et l'ARCOM aussi. Exactement, j'allais le dire, j'allais venir à la commission de la carte de presse. Aujourd'hui, votre carte de presse, vous l'avez, ce n'est pas l'État qui décide de donner une carte de presse. Vous seriez favorable à une labellisation ? Je suis pas... c'est pas une labellisation qui est demandée. C'est pas ça qu'il a demandé le président de la République. Il a bien dit, il a dit que les sites d'information qui il faut avoir tout. Moi, j'ai tout écouté. Oui, moi aussi, j'ai tout écouté. Il dit le groupe EBRA, un grand groupe de presse en France, et d'autres ont décidé de rentrer dans cette démarche JTI, qui est une démarche internationale. Il y a aujourd'hui une centaine de médias français qui ont cette certification. Non, il y a 17 médias il y en a une centaine qui l'ont demandé. Il y en a 17 qui ont été certifiés. Voilà. Donc, pardon, ça veut dire que... ce que vous dites, c'est que ce label, il existe déjà, mais il ne marche pas, en fait. Bah si, d'abord, pardonnez-moi, j'imagine que vous avez posé la question autour de vous. Qui autour de vous connaît ce label en dehors des journalistes ? Il ne faut pas en faire la promotion. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un sujet sur un certain nombre de, comme c'est dit, influenceurs d'information qui ne sont pas des journalistes et qui diffusent des informations qui parfois heurtent notre démocratie. En France, il n'y a pas eu encore d'élections manipulées par ce genre d'informations, mais il y en a eu en Roumanie, ça a été acté, ça a été prouvé. Donc, il faut qu'on soit très vigilant. Et moi, je comprends l'émoi du Rassemblement national et de l'extrême droite, parce que depuis quelques mois, ils ont décidé de se faire notre modèle information. Ils ont décidé de se faire le modèle d'expression en France et le modèle de la liberté d'expression. Dans notre pays, la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Elle est contrainte par des règles, par un respect, par le respect de la dignité humaine, par le respect de dire qu'un fait n'est pas une opinion. Et donc, je comprends. Et on voit bien, le geste frontal, il est fait aussi sur cette commission d'enquête. Voilà. Et ben, moi, je le dis, on sera un certain nombre à lutter et à préserver ce modèle, ce grand modèle d'information qu'est le modèle européen. Philippe Ballard, vous, au RN, que proposez-vous pour lutter contre la prolifération des fake news ? Alors là, déjà, il y a un problème, c'est que le mode d'emploi, on ne l'a pas. Enfin, qui va donner le label ? Déjà. Alors, je sais pas, on entend Reporters sans frontières. Le problème, c'est que Reporters sans frontières, ils propagent des fake news, ce qui est quand même un petit peu problématique. Donc déjà, le point de départ, on ne l'a pas. Si, je vais vous donner un exemple précis même après. Les réseaux sociaux, qu'il y a un problème potentiel avec les réseaux sociaux, oui, personne ne peut le nier. Mais on va donner un label aux réseaux sociaux. Enfin, on ne comprend rien dans l'histoire, mais rien du tout. Non, vous avez l'idée, ce serait de donner un label aux journalistes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. C'était très clair, mais ce n'est pas ce qui pourrait potentiellement arriver.
C'est-à-dire, on n'y comprend strictement rien. Voilà, on labellise les réseaux sociaux. Qui va labelliser? Puis alors, attendez, il y a un autre problème pour la presse écrite. Parce que là, on parle de l'audiovisuel. Mais, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui se situe à gauche. Bon. Alors là, c'est pas vrai. Mais je lis pourquoi pas? Essayons d'avoir de l'imagination. Je lis Valeurs Actuelles et Figaro Magazine qui pourraient avoir le label. Je vais dire, mais pourquoi ils ont le label? Et puis si je suis plutôt dans l'autre camp politique, je vais lire Libération et l'Humanité. Et là, je vais dire, mais pourquoi ils ont eu le label? Mais vous vérifiez quelle information? Je sais pas, moi, quand j'étais journaliste, moi, quand j'étais présentateur, quand on parlait de ce qui se passait à l'autre bout du monde, ce dont il s'agit, Philippe Ballard, c'est pas plutôt une vérification de la méthodologie? Exactement. Mais quelle méthodologie? Mais c'est la méthodologie que vous voulez. Vous êtes journaliste. Vous avez été journaliste. Oui, donc vous savez mais quelle méthode? Moi, quand j'étais présentateur, alors par exemple dans le service public à France Info, on lisait l'AFP, mais est-ce qu'on vérifiait ce que disait l'AFP? Non. Parce que ça fait partie des sources. Parce que ça fait partie de la source. Mais quand l'AFP nous dit à Gaza, nous parle des combattants du Hezbollah, non. Là, il y a un petit problème. Non, c'est des terroristes. Donc, l'AFP, c'est pas la Bible. Et moi, je l'ai dit, parce que tous les ans, ça fait 4 ans, je fais un rapport pour avis budgétaire et sur les médias, l'industrie culturelle. J'auditionne le patron de l'AFP et je lui dis à chaque fois, voilà, on a des débats sans fin. Je pense que pour rester dans la sérénité quand même, il faut relire ce qui est dans ce rapport des États généraux de l'information, où effectivement, il y a une recommandation qui propose aux médias de s'organiser pour que on labellise selon des critères déontologiques, du nombre de journalistes, des cartes de presse, des méthodes qu'on emploie pour aller chercher l'information, y compris recouper l'information, et l'AFP n'est pas non plus elle-même sujette à caution, et qui ensuite permettent de délivrer ce label. Mais ce n'est pas l'État, en tout cas les États généraux de l'information tels qu'ils ont formulé leurs recommandations, je me permets de le dire parce que j'y ai participé aussi en tant que journaliste, n'évoquent jamais la possibilité qu'une instance politique délivre ce label. Ça, on ne peut pas le dire. Non, mais, heureusement il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment par M. Ballard, qui sont inexactes, pardonnez-moi. Donc l'idée, c'est une idée défendue par Reporters sans frontières. Mais ce n'est pas Reporters sans frontières qui dit « c'est nous qui allons donner le label ». Pas du tout. C'est vraiment... C'est assez classique des normes de certification. Enfin, vous êtes le ISO, il faut un tiers de confiance ISO quand même dans cette Bien histoire. sûr, et c'est des organismes de certification comme quand vous faites ISO 401, etc. Machin. Et ça coûte cher. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis assez interrogative, parce que souvent, quand on cherche ce type de label, finalement, on prend certains critères, mais comme il en faut que, imaginons 3 sur 5, on en laisse 2 de côté. Donc on attribue un demi-label. Voilà. Et puis deuxièmement, souvent, il y a des entreprises qui se font pas mal d'argent sur le fait de donner ces labels. Non pas qui manipulent les choses, mais bon, ça crée un marché qui, bon, à mon avis... Bon. C'est vrai que ça coûte cher, je peux vous le dire. Voilà. En tout cas, il ne s'agit pas du tout ni de l'État, ni de RSF qui donnerait les certifications. Et c'est un outil pour quoi faire? C'est un outil dans le cadre d'une potentielle, et là pour le coup, moi je l'appelle de mes voeux, régulation des plateformes, pour les obliger à faire monter haut dans les contenus ces informations labellisées. Mais non, mais là vous parlez des plateformes. Non, mais c'est là où on ne comprend rien. C'est qu'on parle des plateformes, on parle de la presse quotidienne d'opinion, on parle de l'audiovisuel. Enfin, tout ça, ça n'a rien à voir. La diffusion des fake news, c'est principalement sur les réseaux sociaux. De toute la presse. Ah oui, mais vous allez labelliser. On parle de toute la presse d'information générale. On parle de toute la presse d'information générale qui peut, à sa guise, demander le label. Et si les autorités européennes, par exemple, jugent utile, dire ce serait bien que les plateformes se servent de ce label pour remonter les contenus au lieu de les mettre, quand il s'agit d'information et de journalisme, au tréfonds des fils de lecture pour faire remonter tout ce qui clique et tout ce qui... En fait, ce label, ou appelons-le autrement, si c'est le mot label qui vous gêne, mais c'est aussi une histoire de visibilité et d'algorithme sur les réseaux sociaux. Voilà, mais moi je considère que les vrais outils pour faire en sorte que tout le type de presse, que ce soit audiovisuel, écrite ou Internet, c'est le pouvoir donné aux journalistes dans leur collectif de travail qu'est la rédaction pour pouvoir se protéger des influences de leurs actionnaires, des influences du pouvoir politique, des influences du pouvoir économique, des ingérences étrangères. Et en fait, c'est protéger ce collectif de travail. Et moi, ce sont les propositions que je fais qui, à mon sens, sont beaucoup plus efficaces et moins cher que le GTI qui est juste dans les débats depuis un moment déjà. Voilà. Un rappel que tout le monde semble avoir oublié, c'est qu'on a un modèle et on a un droit de la presse.
Et on a une particularité, c'est-à-dire qu'un éditeur de presse, il est pénalement, le directeur de la publication, il est pénalement responsable de tout ce qui sort dans son journal. Aujourd'hui, sans réclamer ce système pour les réseaux sociaux, on a quand même un sujet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un éditeur de presse, vous êtes un réseau social, vous n'avez pas la responsabilité pénale de ce que vous pouvez dire comme ânerie, comme chose fausse et tout ça. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Réfléchissons à une responsabilité accrue. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a un entre-deux entre on laisse faire tout ce qu'il y a aujourd'hui et le label. La labellisation, elle a quand même la vertu de donner des règles précises. Et ce sont des règles qui sont faites par les pairs, par vous, par le métier, et qui seraient contrôlées par le métier. Comme la carte de presse. Aujourd'hui, la carte de presse, c'est quand même l'outil de régulation de la presse. C'est ce qui vous permet... C'est une forme de label. C'est une sorte de label, exactement. Et donc, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que sur les réseaux sociaux, et maintenant... sur des chaînes de télévision privées qui nous disent on est privé, on fait ce qu'on veut. Ben non, vous n'êtes pas complètement privé. Parce que votre infrastructure... Vous avez un canal aussi de diffusion. Votre canal, c'est l'État qui entretient via TDF les canaux permettant à CNews d'arriver sur les chaînes hertziennes. Donc, non, c'est pas vrai ça. Si. Les chaînes privées, moi je me rappelle, je suis au conseil d'administration du groupe auquel ça coûte très cher. Bien sûr, heureusement qu'on ne va pas leur faire gratuitement. Ça coûte très cher. Ah oui, non, mais je veux dire, les chaînes payent. Non, mais la régulation... Vous avez eu d'autres fonctions précédemment. C'est ce que j'ai fait, moi. Et votre ancienne maison payait aussi très cher pour entretenir. La régulation découle de l'utilisation des moyens qui sont des moyens régaliens, c'est-à-dire ces réseaux hertziens, ils sont... J'ai juste une question. Donc si vous voulez dire ce que vous voulez, vous sortez de ces réseaux-là et vous n'êtes plus sur la TNT. Voilà. Mais non, mais attendez, une chaîne. Non, mais déjà, ces chaînes, mais quelles que soient les chaînes, donnent beaucoup d'argent, à tel point d'ailleurs que ça coince et elles menacent de donner moins d'argent à TDF, quels que soient les groupes. Deuxièmement, qu'il y ait des chaînes d'opinion privées. Mais moi, où est le problème? Où est le problème? Voilà. Si Libération, si l'Humanité montait une chaîne privée, moi j'en serais le premier satisfait. Mais qu'elle respecte le cadre déontologique qui fonctionne avec 4 milliards d'euros, et qui ne respecte pas. Attendez, un instant, s'il vous plaît. On y arrive. Le problème, c'est l'audiovisuel public. À complément d'enquête qui était justement consacré à CNews. Vous étiez dans le fauteuil rouge. Et j'étais dans le fauteuil rouge. Et la moitié, ça a été assez virulent à la fin, parce que le problème dans une émission comme ça, financée par nos impôts, c'est avec notre TVA. Avec notre TVA. Moi, j'ai pas envie de donner de la TVA à quelqu'un qui me crache à la figure, si vous voulez. Si vous n'êtes pas obligé de regarder une chaîne privée. Si vous ne regardez pas, elle ne fait pas d'audience. Mais de la même façon, vous n'êtes pas obligé de regarder une chaîne publique. Et elle peut fermer. Alors que le public, eux, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Regardez. Mais sauf qu'ils vous l'ont bien démontré par A plus B en plein direct que ces chaînes-là respectaient les règles, par exemple. Non, ils ne respectent rien du tout, surtout. Ils vous ont quand même. Monsieur Ballard, alors j'aimerais assez qu'on n'ouvre pas ici le débat sur complément d'enquête. Ce n'est pas notre thème. C'était pas le thème. On en reparle. D'accord. Monsieur Ballard, ils vous ont pas mis des chiffres devant le nez. Je ne suis pas l'avocat, je leur ai dit à plusieurs reprises. Ils vous ont quand même mis des chiffres. Chaque voix compte à condition qu'on puisse l'entendre. Voilà, vous avez raison. Laurent. Non, mais je voulais juste tenter de vous mettre d'accord, mais il nous reste trop peu de temps et je pense que c'est une sorte de saut arrière. Non, est-ce qu'il n'y a pas une chose urgentissime à faire, c'est de penser aux citoyens et de mettre le paquet sur l'éducation aux médias, pour vous mettre d'accord tous, en fait, pour que les gamins de ce pays, quelle que soit leur famille, apprennent une lecture critique des médias. Bien sûr. Mettez le paquet là-dessus, peut-être plutôt que de vous écharper. Et après, ils pourront bien regarder ce qu'ils veulent. Bien sûr, mais je crois qu'il y a une urgence démocratique à une réforme de la loi de 86 sur tous ces sujets. Il faut un projet de loi issu des États généraux de l'information pour qu'on puisse débattre à fond, parce que la démocratie en a besoin pour faire en sorte que la liberté de la presse, l'indépendance des journalistes puisse être renforcée alors qu'elle est aujourd'hui attaquée. Exactement. C'est la 3e recommandation des EGI. Et il y a un chiffre qu'on doit avoir présent à l'esprit, c'est le CEVIPOF, c'est lié à Sciences Po, qui fait une étude depuis 1978 sur la question posée aux Français. En quelles institutions avez-vous le plus confiance et le moins confiance? Avant-dernier, les médias, la presse. Vous me direz, les derniers, c'est les hommes politiques ou les femmes politiques. Bon, alors vous voyez, finalement, on est mieux que vous. Je suis passé de l'avant-dernier à dernier. Parmi les médias,
médias, ce sont le service public de l'audiovisuel qui est en tête. Ah non, 63% ne lui font pas confiance. Oui, mais bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer vos débats en commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Bon, merci en tout cas à tous les trois. On n'a pas fini d'en parler, mais tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Aline. Dans Bourbon Express, on commence avec Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui était aujourd'hui auditionnée par la commission d'enquête sur les liens entre mouvements politiques et réseaux islamistes. Oui, une commission lancée par les Républicains, mais pour Marine Tondelier, ça ne trompe personne. Derrière cet intitulé, la cible, elle est claire, c'est la France insoumise. À cet égard, je veux rappeler les propos de Laurent Wauquiez, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et instigateur direct de cette commission. Ils ont été prononcés au micro de CNews, cela ne s'invente pas. Et il disait donc: l'objectif pour moi, c'est de faire cesser cette impunité dont jouit LFI dans notre pays, cette forme de privilège rouge. Ces façons de faire nous scandalisent chez les écologistes et elles devraient, je crois, scandaliser toutes les personnes attachées à la démocratie et à la bonne marche de cette Assemblée. Et justement, cette commission d'enquête, elle voulait auditionner un certain Jean-Luc Mélenchon. Elle y est arrivée ? Oui, aujourd'hui, mais le leader insoumis n'était pas disponible. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Depuis la fin de la semaine dernière, la commission lui aurait envoyé un mail, un courrier de convocation aussi. Lui affirme n'avoir jamais rien reçu. Résultat, un huissier lui a remis une convocation officielle ce week-end. Et hier, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon a répondu dans un communiqué. Vous comprenez que recevoir une convocation un dimanche pour le mardi, c'est-à-dire 2 jours après, est un peu compliqué en termes d'organisation d'agenda. Donc Jean-Luc Mélenchon a répondu à la commission qu'il ne pouvait pas être présent ce mardi, mais qu'il se tenait à disposition de la commission dans la fin de semaine, puisque c'est un moment où il pourrait réorganiser son agenda avec suffisamment d'avance. Je crois que c'est assez clair comme position. Et on l'a appris en fin de journée, Jean-Luc Mélenchon sera auditionné samedi à 14h normalement. Une audition qui s'annonce agitée. Eux aussi sont attendus de pied ferme à l'Assemblée nationale. Les patrons de Chine, ils ont fini par venir ? Ils étaient attendus aujourd'hui, Adeline, mais décidément c'est la journée des chaises vides. 3 fois que l'Assemblée souhaite les auditionner, 3 fois qu'ils ne viennent pas. Cette fois, c'en est trop pour la députée Sandrine Lefeur. À l'instant, on constate l'absence de M. Ruffat et comme je viens de l'indiquer, et en accord avec le bureau de la commission, nous allons saisir la procureure de la République pour non-venue de M. Ruffat et de l'entreprise Chine dans notre commission. De son côté, le groupe Chine avait déjà justifié son absence. Selon eux, l'audition à l'Assemblée n'était pas possible avant la décision du tribunal judiciaire sur une éventuelle suspension de la plateforme. Décision attendue vendredi. Argument non recevable pour Sandrine Lefeur. Évidemment, les députés sont respectueux des enquêtes en cours et de la séparation des pouvoirs et donc cette enquête n'est absolument pas une excuse pour ne pas venir se présenter à la commission aujourd'hui et répondre aux questions des députés. C'est vraiment une attitude qui est irrespectueuse du Parlement et c'est pour ça que moi je veux aller jusqu'au bout. Et le groupe risque désormais une sanction. Alors une sanction très symbolique, je vous donne le montant, jusqu'à 7 500 € d'amende seulement. De quoi les faire trembler Je suis sûre que les patrons de Chine sont en train de trembler. Sûrement. Une information plus inattendue à l'Assemblée nationale. Les députés ont eu droit aujourd'hui à un cours à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Oui, ils ont reçu un cours donné normalement à des élèves de primaire. Alors aujourd'hui, les élèves, vous le voyez, c'était Gabriel Attal, l'insoumise Mathilde Panot ou encore l'écologiste Sandrine Rousseau. Et pour commencer, les députés ont eu droit à une histoire. On n'a pas le droit de glisser la main dans son slip. C'est la règle. On ne touche pas ici. Et si quelqu'un le fait, dis-le à quelqu'un. Surtout, ne le garde pas en secret. Atelier animé par le planning familial, car depuis la rentrée 2025, ces cours sont obligatoires pour tous les élèves de la maternelle au lycée. Alors le programme est adapté en fonction des niveaux, bien sûr, mais rappelez-vous, lors de leur mise en place, certains députés avaient émis des doutes sur le contenu de ces cours. Aujourd'hui, c'était la démonstration pour tenter de montrer que le programme était bien adapté.
Il y a encore beaucoup de désinformation sur ce que c'est que l'éducation à la vie sexuelle. On sait qu'on vit dans un pays où il y a un enfant toutes les 3 minutes qui est victime de viol, de tentative de viol, d'inceste ou d'agression sexuelle. Et en fait, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ça permet de détecter les violences, ça permet d'apprendre aux enfants ce que c'est que le consentement, qu'on peut dire oui, qu'on peut dire non, que les adultes n'ont pas le droit de toucher leur corps, etc. etc. Et donc en fait, c'est hyper important dans un monde où la violence contre les enfants explose. Notre devoir, c'est de les protéger. Voilà, et dans ces cours, on parle évidemment de consentement, mais aussi de protection et de contraception. Et notamment de préservatifs, justement, depuis hier. Et pour la 3e année consécutive, l'Assemblée en distribue 2000 au total à l'occasion du SIDAction. Alors pour les députés, pour leurs collaborateurs, pour le personnel, des préservatifs un peu particuliers avec des jeux de mots parlementaires. Alors vous me les avez apportés, oui, c'est sympa. On les a apportés. Regardez, plan QAG, référence aux fameuses questions au gouvernement. On a aussi relations mixtes paritaires. Ah, c'est sympa ça. C'est le clin d'œil forcément aux commissions mixtes paritaires. Et puis on a aussi la session extraordinaire. Ça, vous l'aimez beaucoup, celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent Guimier? Vous avez une autre suggestion peut-être? Le 49.3, c'est pas... Ça a déjà été fait, je crois, l'année dernière. Ah, ils avaient fait 49.3 l'année dernière. Exactement. On salue la créativité de Laurent, mais surtout des équipes de com de la présidente de l'Assemblée. C'est elle, cette équipe de com, qui pense à ces jeux de mots. L'idée, c'est de sensibiliser à la lutte contre le VIH. Et je peux vous dire que devant la cantine de l'Assemblée, c'est parti comme des petits pains. Très vite, il n'y en avait plus. Ah oui, on ne veut pas savoir. Voilà, après le débat, place aux ébats, Adeline. Bon, je crois qu'il est l'heure de conclure, justement. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Chaque Voix Compte est rediffusé tout à l'heure à 23h30, mais également en replay sur lcp.fr et en podcast. Nous, on sera là demain en direct à 19h30 si vous voulez bien. Tout de suite, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. Excellente soirée sur la 8 et à demain.